La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Frédéric. Bonjour Vincent, notre invité cette semaine incarne la 4e génération à la tête de l'entreprise familiale, une entreprise connue de tous les gourmands, au moins en Suisse, aussi en France, un de leurs grands marchés d'exportation. Depuis 2020, il en est le directeur général et depuis le mois de mai cette année, son épouse a pris la présidence, lui est le vice-président. Vincent, nous allons parler des biscuits Cambly. Niels Cambly est notre invité aujourd'hui sur le plateau de B2B. Bonjour Niels Cambly. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Les biscuits Cambly, c'est une histoire de famille. Et vous en faites partie, votre épouse Dania, l'arrière-petite-fille du fondateur, Oscar Cambly. Et vous vous êtes rencontrés, si je crois bien, sur les bancs de l'EPFL, c'est correct ? Oui, c'est tout à fait correct. On s'est rencontrés pendant nos études de physique ici à l'EPFL. Les deux en physique, hein. Les deux en physique, oui. On a pris les mêmes classes. Alors, après vos études, vous habitiez à Lausanne Non, canton de Fribourg, moi-même. Vous faisiez les trajets Moi, tous je les faisais jours. les trajets, oui. Vous avez fait un doctorat en physique. Aussi en chimie physique, pour être précis. Mais oui, c'était plutôt physique. Après vos études, votre femme a eu une brève expérience chez Nestlé, Nesquik, ça a duré à peu près 1 an, et puis elle a rejoint l'entreprise familiale. C'était une évidence pour elle de reprendre les biscuits ? Les parents de Dania, ils ont toujours bien questionné, est-ce que tu veux vraiment prendre cette responsabilité, mais aussi ce plaisir de transmettre à une prochaine génération cette entreprise familiale. Et disons, une choix de physique, études physiques, ça c'est pas l'évidence pour faire finalement ou pour guider une entreprise qui fait ou qui produit les biscuits. Et finalement, c'était notre propre volonté de prendre ce cadeau. Ça, c'est une grande chance. Il y a peu de gens qui ont cette chance de prendre une entreprise familiale dans la 4e génération, et en plus avec des produits qui font plaisir à tout le monde. Et finalement, nous avons dit oui, même si on ne sait pas exactement ce qui nous attend, parce qu'on ne sait jamais dans n'importe quel domaine si on n'est pas déjà dans ce domaine précisément. Et je ne regrette, ou nous deux, Dania et moi, on ne regrette rien du tout dans cette décision. La physique, c'est très loin on peut imaginer, en tout cas vu de l'extérieur, c'est très loin des biscuits. Mais est-ce que les études à l'EPFL, ça vous aide quand même dans votre travail aujourd'hui ? Oui, à première vue, les formules de physique et ce qu'on fait maintenant, ça n'a rien à faire. Mais ce que nous avons appris le plus, finalement, c'est de s'approcher à des problèmes où on ne connaît pas encore la solution. Et de ne pas arrêter avant d'avoir trouvé la solution. Dans le doctorat de physique, il n'y a personne qui connaît la solution. Mais on reste, on travaille, on cherche la solution. On a plutôt une approche plus logique parce qu'on a appris les connexes logiques. Et ce sont les choses. Les méthodes qui de nous travail. aident. Les méthodes de travail qui nous aident maintenant. Et vous, dans votre famille, c'est une famille d'entrepreneurs ? On avait déjà dirigé des entreprises ? Non. C'était plutôt physique, chimique. Ah, voilà, c'est scientifique plutôt. Oui. Vous vous imaginiez un jour être à la tête de l'opérationnel d'une entreprise de la taille de Cambly ? Pour très très longtemps, pas du tout. Non, quand j'ai commencé les études, pas du tout. Quand j'ai arrêté les études, pas du tout. C'était juste après, quand je connaissais Dania, à un certain moment, on a discuté beaucoup. À un certain moment, on dit oui, voilà, on veut les deux prendre la responsabilité. Là, à ce moment-là, ça a commencé de réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire devenir directeur général d'une grande entreprise ? Comment se passe votre arrivée dans la famille Cambly et dans l'entreprise par la suite ? Très, très bien. J'ai toujours encore le souvenir quand j'ai vu la première fois les parents de ma femme. J'ai toujours des excellents souvenirs quand j'ai
J'étais la première fois à l'entreprise, à Trubschachen, dans la fabrication, le moment où je sortais du train, les portes étaient ouvertes et j'ai déjà respiré l'odeur des biscuits. Je ne vais jamais oublier ce moment. Et en plus, après, je me souviens encore très bien, j'étais là pour la première, ça fait déjà 8 ans, 9 ans, j'étais là pour la fête de Noël. Et cet accueil chaleureux des collaboratrices et collaborateurs, je ne vais jamais oublier. Pour moi, c'était vraiment un moment très fort. Pour votre arrivée dans l'entreprise, cette fois-ci, c'est votre femme qui est venue vous chercher, c'est votre belle famille. Comment ça s'est passé? Nous deux, ma femme et moi, on a commencé le même jour. Donc, c'était la décision qu'on commence ensemble, qu'on se prépare ensemble. Donc, on a fait encore des stages préparatoires dans des autres entreprises pour être prêts. Et après, on a pris plusieurs postes à l'intérieur pour finalement arriver à des postes qu'on a maintenant. Vous parliez d'une entreprise vraiment bien installée, 4e génération. Vous occupez le poste de CEO depuis maintenant 4 ans. Comment est-ce qu'on gère le poids que pourrait amener la pression justement de l'histoire familiale au moment où on doit prendre une décision stratégique importante? C'est les grandes décisions, on les prend toujours ensemble. Donc ça veut dire, comme Dania et moi, on travaille ensemble. S'il y a une question stratégique, il y a une décision à prendre qui n'est pas facile, on le discute en famille, on le discute avec Oskar et Ursula Kamli, les parents de Dania. Et juste là, on va vraiment le mettre en marche, cette décision. Se prennent tout à l'unanimité? Il faut trouver un consensus? Comment ça se passe? On peut tous avoir des différentes opinions pour entrer, mais on sort toujours avec la même décision. Vous êtes aussi propriétaire. Toute la famille contrôle vraiment l'entreprise. Oui, nous avons toujours dit que la partie de la famille qui est aussi engagée dans l'entreprise doit avoir aussi l'actionnariat. Pourquoi c'est si important? Pour avoir une vue à long terme, une pérennité à long terme. C'est différent si on a un actionnariat grand. Il y a beaucoup de gens qui veulent actionner, mais qui ne sont pas très proches. Il y a des actionnariats qui veulent juste toucher de l'argent. Et pour nous, ce qui est important, nous voyons comme d'une côté d'une fiduciaire pour la prochaine génération. Donc ça veut dire nous avons reçu cette tâche, nous avons reçu l'entreprise, et on doit le garder pour la prochaine génération. Si elle veut le prendre après ou pas, c'est une autre chose, mais on veut le garder. Donc ça veut dire toutes les décisions qu'on fait, ce n'est pas pour 3 mois, pour 6 mois, mais plutôt pour 30 années. Parlons de l'actualité cette année. Votre femme a pris la présidence du conseil d'administration, vous la vice-présidence. Pourquoi ce calendrier-là? Pourquoi 2024? Alors, nous avons planifié depuis longtemps que différents postes doivent être accomplis pour arriver finalement à un changement de génération. Et pour une entreprise familiale, un changement de génération, c'est quelque chose pas évident, quelque chose qui peut créer des problèmes aussi. Lesquels, par exemple? Tout le monde qui fait partie de l'entreprise espère que ça change ou ça change pas. Et si on est propriétaire et si on prend la responsabilité, tout le monde vise et regarde le nouveau directeur, la nouvelle présidente, et on doit se préparer. Donc ça veut dire c'est quelque chose qui doit se préparer. Tout le monde doit connaître qui est Niels Kamli, qui est Dania Kamli, comment il pense, qu'est-ce qu'il veut, est-ce qu'il veut vendre, est-ce qu'il veut juste voir la monnaie, ou est-ce qu'il veut vraiment que l'entreprise prospère, pense à long terme. Alors justement, parlons du management. Vous avez passé 3 ans chez un fournisseur d'instruments scientifiques, notamment au département recherche et développement. Vous aviez déjà des responsabilités managériales dans ces postes-là? Ça a vraiment commencé gentiment. Donc, j'étais responsable d'abord pour une partie de l'instrument. Finalement, quand j'ai quitté l'entreprise, j'étais responsable pour un seul produit
pour le service, pour le développement, pour le marketing, pour tout. Et je crois on peut croître avec la responsabilité qu'on reçoit. Si on reçoit trop de responsabilités d'un coup, ça peut créer des problèmes parce qu'on ne sait pas comment travailler. Il faut avoir une très bonne équipe autour pour qu'on puisse faire des grands pas. Mais ça, c'était gentiment. De ces expériences avant de rejoindre Cambly, il y a des choses que vous avez retenues et que vous essayez de mettre en pratique, ou des bonnes idées ailleurs que vous prenez pour les mettre dans l'entreprise? C'est surtout ce que j'ai appris, ce qui est surtout important, c'est la relation personnelle. C'est, même si on dit que je suis physicien qui travaille moins avec les personnes, plus avec la matière dure, disons, c'est la relation entre les personnes, ça facilite ou ça crée des problèmes. Donc ça veut dire, ce que j'ai appris dans ces plusieurs stages, si on essaye ou si on a réussi à avoir une bonne relation, une bonne entente, ça c'est la clé. Cambly, c'est plus de 500 collaborateurs. Comment est-ce qu'on crée quand même du lien avec, alors peut-être pas tous les collaborateurs, mais vous organisez du temps en particulier pour être au contact du maximum d'employés? J'essaye. Bien sûr, j'ai un calendrier qui est quand même assez plein, mais j'essaye quand même que on peut me contacter, que je peux contacter tous les collaborateurs. J'ai fait depuis plus que 2 ans maintenant une petit déjeuner ou une sorte de lunch avec des collaborateurs. Donc on peut dire, je veux manger ensemble avec Niels Cambly. Ça, c'est un petit groupe de 6 à 7 personnes-là. Et on peut discuter de tout. Bien sûr, je fais de temps en temps aussi des tours de l'entreprise pour voir, pour parler, pour aussi mettre en évidence la reconnaissance que j'ai pour tout l'effort que les personnes donnent chaque jour. Niels Cambly, dans cette deuxième partie, nous allons parler de l'entreprise, notamment de votre engagement en matière de développement durable. Vous revendiquez une production neutre en carbone, on verra ce que ça signifie un peu plus tard. Mais avant, on va essayer de comprendre le modèle économique finalement de Cambly. Rappelons que c'est une société bernoise fondée en 1910. Elle est établie à Trubschachen, excusez-moi, spécialisée donc dans la fabrication de biscuits sucrés, mais aussi salés. Je l'évoquais tout à l'heure, c'est exactement 525 collaborateurs, un peu plus de 200 millions de francs de chiffre d'affaires. Ça, c'était en 2023, et presque la moitié qui est réalisée à l'exportation, à peu près 46%. C'est juste, hein, l'exportation est vraiment essentielle pour vous. C'est essentiel, oui. Et où se fait exactement la production de tous ces biscuits sucrés et salés? Nous produisons, comme le premier jour, toujours encore Trubschachen, et ça, c'est notre grand site de production. En même temps, nous avons dit, il y a 8 ans maintenant, qu'une production qu'en Suisse, pour l'exportation, vous avez juste évoqué presque 50% avec le franc suisse contre l'euro. Ça va être de plus en plus dur. Et nous avons maintenant un deuxième site de production proche du Bodensee, en Allemagne, exactement, pour l'exportation. Mais tous les biscuits qu'on peut acheter ici en Suisse sont aussi produits à Trubschachen parce que la régionalité des produits, ça c'est important pour nous. Et dans votre chiffre d'affaires, comment ça se répartit entre ce qui est salé et ce qui est sucré? C'est moitié-moitié ou le sucré est plus important? Le sucré est plus connu pour Cambly, mais les deux parties sont très importantes pour nous. Donner une proportion, on est... On pourrait dire 50-50. Après 50-50. Et puis en termes de rentabilité, c'est la même chose, le sucré et le salé? En tant que
entreprise familiale, on ne parle pas de rentabilité, si, si vous êtes d'accord. J'imagine que l'entreprise est rentable néanmoins parce qu'elle est encore là. Il y a des grands enjeux pour vous qui produisez donc avec notamment des céréales. Ces dernières années, évidemment, on a été victime de la guerre en Ukraine. Le prix de certaines céréales s'est envolé, en particulier le blé. Comment est-ce que ça vous a impacté? Bien sûr, les matières premières, pour nous, ça, c'est toujours quelque chose. On est, dès que les prix changent, nous commençons à avoir des problèmes parce qu'on ne peut pas simplement changer les prix vers les consommateurs. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir des moyens pour équilibrer les niveaux de prix. Ce qui est le plus important pour nous, c'est avoir des partenariats avec notre fournisseur. Notre partenariat qui existe depuis le plus longtemps, c'est avec un moulin qui est qui est aussi à Trubschachen. C'était le fondateur avec la famille du moulin qui ont dit dans les mains: si moi je produis encore les pretzels, c'est toi qui vas livrer la farine. Entre entreprises familiales. Un accord entre deux entreprises familiales et qui existe toujours encore aujourd'hui, qui n'était jamais écrite. Et ça, c'est les choses les plus importantes pour équilibrer un peu les fluctuations. Bien sûr, nous avons des fluctuations qui sont très dures à gérer. Vous avez point entendu que le chocolat... les fèves de cacao, le prix s'est envolé. Oui, c'était un facteur 6. Et ça, c'est des choses qui sont très dures à équilibrer. Est-ce que la menace que pourrait faire planer le réchauffement climatique sur les cultures comme le blé est quelque chose qui vous préoccupe à plutôt long terme et qui pourrait avoir une incidence sur les recettes, par exemple? On ne veut pas changer les recettes parce que nous n'avons pas changé la recette du pretzel depuis 114 ans. Donc, ça reste inchangé. Mais dans l'invention des nouveaux biscuits, ça peut influencer. Nous avons eu dans les dernières années tout à coup des étés qui étaient très sèches, des étés qui étaient très humides, et ça change bien sûr la qualité du blé, par exemple. Et ça, c'est pourquoi le développement durable, pour nous, c'est quelque chose de très, très important. S'il fait 40 degrés à l'Emmental, plus personne va manger du chocolat, plus personne va manger des biscuits. Et la qualité va aussi être changée. Donc, ça veut dire c'est une motivation intrinsèque, pas le seul, mais une motivation intrinsèque déjà, de garder toujours l'esprit du développement durable. On y reviendra encore dans un instant, mais avant cela, alors, vous communiquez peu de chiffres, c'est vrai, mais j'en ai quand même trouvé quelques-uns pour qu'on ait aussi conscience de la croissance et du développement du chiffre. J'ai retrouvé un chiffre le chiffre d'affaires, les ventes en 1998, ça venait juste de passer la barre des 100 millions, donc vous avez plus que doublé. Il y avait à l'époque 370 employés. C'était un moment aussi où l'entreprise a racheté les biscuits Arni, c'était racheté à la COP, et donc le chiffre d'affaires a depuis été multiplié par 2. Qu'est-ce qui tire la croissance du groupe Cambly? C'est finalement la différence entre le bon et le meilleur. Donc, Cambly produit une qualité qui est supérieure. Et de plus en plus de gens au niveau global comprennent cette différence. Et c'est exactement là où on peut croître. Miser sur la qualité, mais je m'attendais à cette... en fait, est-ce que vous répondiez plutôt l'exportation? Est-ce que, parce que le marché suisse, même si on aime bien vos biscuits, il compte qu'à peu près 8 millions d'habitants. Peut-être qu'un jour on sera 10 millions, mais il croît quand même d'une manière relativement lente. Est-ce que ce sont, pendant ces années de croissance, c'est surtout l'exportation qui a tiré l'entreprise? Ou non, en fait, c'est peut-être aussi le marché intérieur. C'était les deux. Mais bien sûr aussi, dans les dernières années, on a pu avoir une belle croissance à l'extérieur de la Suisse. Par exemple, en Allemagne, on a commencé avec notre propre distribution. Et là aussi, de plus en plus de gens
remarque la différence entre les produits qui étaient sur le marché et ce qu'on peut produire. Et au-delà de là, on évoquait la France, vous évoquez l'Allemagne. Est-ce qu'ailleurs dans le monde, vous souhaitez exporter les biscuits Cambly? Alors, à l'instant, on trouve des produits Cambly à peu près dans 50 pays du monde. Mais pas chaque pays est très grand. On peut acheter en Chine, on peut acheter aux États-Unis, on peut acheter en Europe, à l'Arabie, donc dans tous les coins du monde finalement. On ne veut jamais être présent dans chaque pays du monde parce que la culture pour des biscuits, pour du premium, ça doit déjà exister. Parlons de durabilité. Sur votre site internet, vous expliquez avoir une production neutre en CO2. Qu'est-ce que ça signifie? Neutre en CO2, ça veut dire que ça s'est quand même compensé à l'instant. Juste pour clarifier. Donc vous émettez un peu de CO2? Oui, mais bien sûr. compensez. Nous avons, depuis 30 ans, on travaille, même plus, on travaille beaucoup pour réduire l'émission, pour être plus durable dans les trois sens de la durabilité sociale, économique et écologique. C'est le cas de Alors, vos sous-traitants également? Oui, mais maintenant, pour le statement, ça se confère à ce qu'on fait à Trubschachen. Donc, nous avons pu, avec un système énergétique, nous avons pu éliminer tout ce qui est chauffage, tous les CO2 du chauffage avec des pompes à chaleur. Et même en installant les pompes à chaleur, on a pu réduire notre empreinte de l'électricité. Mais les fours, à l'instant, sont toujours encore, ou utilisent toujours encore le gaz. On travaille aussi pour éliminer ça. Mais pour moi, changer vers l'électricité, ce n'est pas encore le but parce que le rendement, c'est bien moindre que le gaz. Le rendement, ça veut dire? Le rendement de l'énergie qu'on doit produire pour que finalement on peut chauffer le four à un tel degré Celsius. Mais à long terme, on aimerait aussi effacer ça, que ça c'est clairement neutre. Mais ce qui est intéressant, c'est, je ne sais pas si vous connaissez les défis pour les SBTI, Science Based Target Initiative. C'est une grande norme que reprend notamment et que promeut Économie Suisse en Suisse pour que les entreprises utilisent ce standard, en fait. Oui, nous sommes en train de calculer où sont les grandes sources de CO2 pour toute la production. Donc, pas seulement notre production, mais aussi la production des matières premières. Et ce qu'on va remarquer, quand les calculs vont être terminés, qu'une grande partie du CO2, ça ne s'est même pas produit à Trubschachen, mais ça s'est produit par les matières premières. Donc, bien sûr, on travaille aussi... Ça veut dire la culture du blé? Donc, la culture du blé, du cacao, du cacao et des autres matières premières. Bien sûr, on travaille aussi sur les autres pistes comme la logistique. On travaille avec un partenaire qui a déjà pas mal des voitures ou des camions électriques ou avec une propulsion alternative. Et on travaille, on essaye aussi que nos collaboratrices et collaborateurs viennent avec le train, avec le vélo, que les voitures qu'on utilise sont les voitures avec une propulsion alternative. Mais je crois fortement que la grande partie dans ce calcul, finalement, va être dans la matière première. Et bien sûr, là, on doit travailler avec nos partenaires pour le réduire finalement aussi. Vous avez évoqué aussi la compensation, parce que tout ne peut pas être produit directement sans carbone. Quel type de compensation opérez-vous? Alors, nous travaillons avec une entreprise pour planter des arbres. Je pense que c'est difficile de calculer, pour être franc. Mais je trouve quand même que c'est mieux que rien faire. On ne doit pas oublier le reste. Donc, le reste, c'est plus important. Mais entre-temps, ça c'est meilleur. Et au moins, ça va tenir des années. Faire tous ces efforts pour atteindre la neutralité carbone, vous pensez que ça renchérit, ça augmente les coûts de quel ordre de grandeur? Je n'ose même pas dire. Mais c'est un vrai effort, vous voulez dire? C'est un vrai effort. Et ce n'est pas seulement l'effort de le faire, mais aussi de le certifier. Si on regarde
tout l'effort qu'on doit faire maintenant chez nous pour définir et pour certifier qu'on fait tel et tel effort, ça devient de plus en plus grand. C'est un vrai challenge. Niels Cambly, s'il fallait absolument faire un choix, ce serait un Paris-Brest ou un baba au rhum? Paris-Brest. À la maison, est-ce qu'il vous arrive vous-même de cuisiner des biscuits? Oui. Lesquels? Surtout à Noël, avec les enfants. Quel est le biscuit le plus étonnant que vous ayez mangé hors Cambly, et en Asie ou en Amérique par exemple? Étonnant d'une bonne sens ou d'une mauvaise sens? Les deux fonctionnent. Un bon souvenir? Le plus étonnant, c'était une fois un biscuit à 3 fois plus cher que nos biscuits et qui était plus mauvais que le nôtre. Et puis un parfum de glace qui vous plaît en particulier, ce serait lequel? Chocolat. Chocolat. Valeur sûre. Merci beaucoup Niels Cambly d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Merci Vincent. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles rencontres et de nouvelles entreprises à découvrir. À bientôt. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.